Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils doivent se demander si je ne me suis pas trompé de sujet, parce que c'est vrai que je suis assez... je signe facilement des autorisations pour faire du sport généralement. Et bien, pourtant, l'intérêt de présenter un tel sujet, c'est aussi d'y réfléchir un petit peu, et puis de relire un petit peu ce qui est écrit. Et en plus, les topos qui viennent d'être faits vont être intégrés un petit peu dans cette réflexion des recommandations, parce que oui, je pense que ces recommandations pour le patient coronarien sont trop permissives. Alors, les anciens du club des cardiologues se rappellent de cette enquête faite par Richard Brion il y a maintenant pas mal d'années, presque 20 ans, qui était une enquête sur est-ce que je peux reprendre mon activité sportive de compétition à travers 13 experts. Et ces 13 experts avaient répondu de cette manière. 58,7% avaient dit non, je contre-indique la reprise de l'activité sportive de compétition. Et il y en avait 31% qui avaient dit ben non, il n'y a pas de contre-indication, ils peuvent reprendre. Donc tout ça, c'est pour vous montrer déjà qu'en 2004, on se posait la question et que ce n'était pas si clair que ça pour tout le monde et on n'avait pas forcément beaucoup d'arguments. Et puis, en 2007, les premières recommandations européennes ou américaines, c'était des recommandations qui interdisaient toute reprise d'une activité sportive de compétition pour ces gens coronariens. Et il a fallu attendre, et on a été content qu'en 2015, les premières recommandations américaines arrivent pour nous dire, ben oui, en fait, vous pouvez pratiquement faire n'importe quoi. J'exagère, bien évidemment, c'est le but. Mais en tout cas, vous pouvez reprendre un sport de compétition, et en 10 ans, on a complètement évolué, complètement changé nos habitudes. Et pour dire la vérité, c'est qu'entre 2005 et 2015, d'une part, il n'y avait pas beaucoup d'études, mais pour ceux qui font la cardiologie du sport, il y en a beaucoup qui avaient déjà un peu franchi le pas, même en 2005, en faisant pas n'importe quoi, en y réfléchissant, mais en tout cas, ne suivez pas forcément déjà les recommandations antérieures. Bon, sont venues ensuite d'autres recommandations, et entre autres les recommandations européennes, 2018, 2020, 2021, pour aller dans le même sens que ces recommandations américaines, nous apportant la possibilité de donner à nos patients coronariens la possibilité de reprendre des activités sportives, même de haute intensité et en compétition. Ces recommandations en 2020 gardent des lignes directrices qui sont des lignes très larges dans l'activité physique, et avec un objectif complet, c'est de donner la possibilité à tout le monde de reprendre une activité physique, plus que de l'interdire, même chez des patients cardiaques. Alors ça reste un guide, quand même, il faut le dire, outre ce que je viens de montrer, il y a un faible niveau de preuve pour tout, bien évidemment, puisqu'on n'a jamais fait des études comparées de sportifs, possible ou pas, mais les objectifs, c'est d'arriver à en faire un diagnostic précis de la pathologie, d'arriver à stratifier le risque de la reprise d'une activité sportive, et puis une notion plutôt anglo-saxonne que française, mais une notion de décision médicale partagée qui, à mon avis, est très intéressante, même si en France, les médecins restent les prescripteurs et ceux qui signent un certificat, et que même s'il y a décision médicale partagée, c'est les médecins qui seront en première ligne. Donc ça pourrait être de l'information médicale partagée. Et ces recommandations sont guidées par la prévention, bien évidemment, des événements cardiaques au cours de l'exercice, soit par la prévention d'une arythmie qui peut être fatale, soit par l'évolution même de la maladie, que ce soit une maladie coronaire qui évolue, ou bien une maladie telle une myocardiopathie hypertrophique, et puis par la symptomatologie, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ces recommandations, on peut se permettre une reprise d'activité sportive, même chez des gens qui ont des symptômes, mais qui peuvent être des symptômes traités et qui pourraient reprendre cette activité. Alors, si on regarde l'organisation, le schéma d'organisation et de conduite à tenir du patient coronarien, et c'est là-dessus que je vais baser mes arguments de dire que c'est trop permissif, au départ, on recherche si les patients ont une ischémie ou pas, et ensuite on va déterminer des patients à faible risque. Et bien sûr, ces patients à faible risque auront, pour les seuls, enfin ce seront les seuls, auront une autorisation de reprendre une activité sportive assez complète, assez générale, d'une intensité importante, avec un niveau de preuve qui est quand même de AC. C'est-à-dire que ces patients à faible risque pourront reprendre tous les types de sports qui sont sur ce tableau. Nouvelle classification, plus intéressante que la classification de Michel, mais avec aussi sans doute des discussions qu'on pourra avoir. Alors, reprenons ce tableau. On essaye d'induire une ischémie, il n'y en a pas.
je suis à faible risque parce que je n'ai pas d'ischémie à l'épreuve d'effort, je n'ai pas de lésion coronaire, bon, je n'ai pas eu d'ischémie, on ne m'a pas fait d'examen, mais je suis asymptomatique, j'ai une fraction d'éjection supérieure à 50, je n'ai pas d'arythmie, je suis à faible risque, je vais pouvoir reprendre une activité sportive. Ok, pas de problème, c'est pas permissif, ça me paraît tout à fait normal. Mais l'autre branche de ce tableau, c'est des patients qui ont une ischémie au départ, on est d'accord, ici, chez qui on fait une coronarographie, chez qui on trouve des lésions, certes dites lésions à faible risque, or on vient d'en parler un instant, ces lésions à faible risque, c'est des lésions qui peuvent être à 50% sur n'importe quel type de coronaire, et qui sont asymptomatiques, qui ont une fraction d'éjection normale, chez qui on n'introduit pas d'arythmie à l'exercice, mais qui deviennent à faible risque. Est-ce que vraiment vous allez ouvrir, est-ce que vous allez signer un certificat des patients chez qui vous avez une ischémie, chez qui il y a des lésions coronaires, qui sont certes asymptomatiques? Alors, la question, c'est d'une part, l'ischémie fait partie des critères de haut risque. Alors, on peut imaginer qu'ici, le patient a été traité et du coup, il n'a plus d'ischémie. Mais il n'empêche qu'il avait une ischémie au départ. Donc, ces lésions, même dites à faible risque, sont des lésions qui parlent lorsqu'il n'a pas de traitement. D'autre part, on sait, là tu viens de montrer tout à l'heure, Frédéric, l'étude Iconic Study, que ce n'est pas la sténose en elle-même qui est une sténose à risque. Je suppose que les gens qui font l'angioplastie ici, les cardiologues interventionnels seront d'accord, on vient de le remontrer. Est-ce que vraiment, dans l'étude Iconic, on s'aperçoit que c'est plutôt les sténoses qui avaient un faible pourcentage de sténose qui ont des sites de calcification, ou en tout cas de plaques un petit peu à risque, qui sont des patients qui risquent quelque chose. Donc est-ce que franchement, cette notion de faible risque de lésion est suffisante pour amener ces patients à faire une activité sportive? Pour ma part, je ne crois pas. Je pense que ce tableau ne correspond pas. Peut-être qu'il faudrait y rajouter le score calcique dont tu parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que c'est abusé, donc c'est trop permissif de laisser ces patients avec, soi-disant, des faibles lésions coronaires, mais qui ont quand même des lésions coronaires, faire une activité sportive, et surtout une activité sportive qui est intense, même s'il y a quelques restrictions, qui sera le sport très intense et l'âge supérieur à 60 ans. L'autre choix de ce schéma, c'est les patients qui sont revascularisés. Donc ces patients sont revascularisés à la suite de découverte de lésions coronaires, et après revascularisation, ce qui est de façon certaine, aujourd'hui, de proposition, c'est la réadaptation dès que possible. C'est une activité physique progressivement modérée jusqu'à un temps de 3 à 6 mois, et après une reprise de l'activité sportive, après une stratification du risque. Et on retrouve les critères de faible risque de ces patients revascularisés cette fois-ci, avec l'absence de sténose critique restante, la fraction d'éjection, la capacité aérobie, donc avec ces examens qui est la coronarographie, l'échographie, le test d'effort et le Holter, surtout en situation, et le test d'effort, surtout maximal, vont vous permettre, et ça, ce n'est pas forcément dit, vont vous permettre de classer vos patients dans des patients à faible risque cardiovasculaire. C'est vrai que les facteurs déterminants d'un événement, ça reste ceux qui sont ici, plus l'âge. Avec ces examens, vous avez possibilité de mettre une croix partout et donc de caler vos patients dans des groupes à faible risque et de leur autoriser la reprise d'une activité sportive, sauf qu'il reste encore une chose, c'est le type de sport. Et ça, c'est quand même difficile, même si la classification aujourd'hui est refaite, et si elle est faite à travers ces sports de puissance, d'endurance, mixte ou bien d'adresse, la fréquence, l'intensité, le temps, le type d'exercice et le mode d'exercice est intéressant pour classer ces sports, mais il reste encore des tas d'autres facteurs qui ne seront sûrement jamais mis dans un tableau, puisque c'est tellement individuel et tellement difficile à quantifier, que ce soit le même sport, comme la natation, fait dans une piscine ou bien fait en eau libre, c'est tellement différent. Le sport comme course à pied pour faire un temps et le sport classique, ou bien le sport au-delà de 60, 65 ans, ou bien quelqu'un qui a des facteurs de risque, ça, on n'arrive pas à le
classer quelque part dans ce tableau de sport, c'est difficile. Et puis toutes les conditions pratiques, environnementales dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi le stress avant, pendant le sport, qui restent des tas de questions sur lesquelles il est difficile aujourd'hui de dire de façon sûre que quelqu'un à faible risque peut reprendre une activité sportive, même intense. Il est donc nécessaire de laisser une part, avant de signer le certificat, à d'autres examens propres ou un autre interrogatoire propre au cardiologue. Dans toutes les questions qu'on se pose aussi, c'est l'avenir de ces patients stentés. Alors vous savez qu'on avait fait une première étude qui s'appelle SCAPS, syndrome coronaire, activité physique et sportive. On l'avait fait, c'était une étude rétrospective dans les années 2014-2015 sur 111 sujets avec 167 endoprothèses. Et on avait découvert quand même un certain taux de thrombose qui appartenait pratiquement qu'à des patients compétiteurs et que depuis, on a mis en place une autre étude, cette fois-ci prospective, avec cette fois-ci 1260 sujets, plus de 2200 endoprothèses qu'on est en train de suivre, qu'on n'a pas fini cette étude qui se terminera en octobre 2023. Et aujourd'hui, pour donner un peu du grain à moudre à celui qui va dire non, non, c'est pas trop permissif, il faut y aller, il faut continuer à y aller, ben c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'accidents, on a même très très peu d'accidents. J'ai des patients qui ont repris une activité sportive, même intense, à 1 an ou à 3 ans. Pour l'instant, on a peu de patients qui ont des problèmes. Donc, peut-être que je me trompe et qu'en fait, il faut être très permissif et que tous les patients stentés, ben, il faut leur dire s'ils correspondent aux critères de fraction d'éjection, d'absence d'arythmie, tous ces critères que j'ai cités tout à l'heure, de reprendre une activité sportive continue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2005, c'était très facile de dire non à tout le monde. En 2020, c'est peut-être trop facile de dire oui à tout le monde. Qu'aujourd'hui, il faut des recommandations peut-être encore plus personnalisées, mais qu'on ne pourra jamais écrire tellement elles sont individuelles et compliquées à mettre en place. En tout cas, il faut préciser les niveaux de risque, mais pas que le niveau du patient, le niveau de risque aussi de sa pratique sportive par rapport au sport qu'il fait et par rapport à la façon dont il fait ce sport. Impliquer le patient par la décision partagée, c'est bien. Alors en France, il y a tout un sujet demain, mais en tout cas, c'est en parler un peu plus avec le patient ou avec le sportif me paraît quelque chose d'important. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tout ce qui est à gauche, la reprise d'une activité physique très tôt après la réadaptation, c'est oui, c'est sûr, c'est sécure, il n'y a pas de problème. Les facteurs de risque contrôlés, on n'en parle peut-être pas assez, nous, en termes de cardiologue, à nos patients. Et parfois, il est plus intéressant de doser le LDL que de faire un test d'effort. On en parlait aussi ce matin. Insister sur ces directs de bonnes pratiques et puis d'insister aussi sur l'observance du traitement et du suivi du patient qui va devoir être renouvelé, enfin régulièrement suivi. Les choses les plus problématiques, c'est la reprise. Et aujourd'hui, peut-être que le planning d'une reprise avec une VO2 permettant d'avoir des seuils, non pas dans le cadre de cette VO2, non pas dans le cadre de voir s'il y a de l'ischémie, mais peut-être, enfin aussi pour voir de l'ischémie, mais au moins pour avoir des seuils, pour pouvoir proposer aux gens des objectifs, des surveillances de fréquence cardiaque, et c'est important. Et à 6 mois, travailler avec un seuil, un premier seuil. À partir du 6e mois, commencer à travailler une intensité plus importante. Et puis autoriser la compétition à 12 mois. Ça reste quelque chose qui me paraît logique, mais qui n'a pas de support scientifique propre, mais qui me paraît. Donc pour moi, c'est trop permissif dans certaines conditions que j'ai expliquées. Et puis au-delà de ça, j'espère que l'étude de SCAPS nous montrera qu'il faut continuer à faire du sport, même de compétition, à nos patients coronariens stentés. Très bon avocat numéro 1. Nous allons passer à l'avocat numéro 2.